last but not least, c'est l'ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vais faire une présentation ce soir, aujourd'hui, c'est fini le temps dans lequel un chercheur industriel pensait qu'on n'y avait que nous qui étaient capables de découvrir des médicaments et que le reste du monde scientifique ne comptait pas. Aujourd'hui, il y a le seul moyen d'avancer, c'est de se dire, je ne sais pas, je prends une boîte comme GSK, 10 000 chercheurs dans le monde, mais c'est 10 000 parmi des millions ailleurs. Donc clairement, il y a sûrement des bonnes idées ailleurs et on ne peut pas seul se contenter de mener la recherche. Donc, partenariat public-privé et même privé-privé, de plus en plus important. Alors, voilà le point de Catherine. Hier, les blockbusters, avec des populations très larges, hein, les antihypertenseurs, les anticholestérol, etc., et des coûts de traitement par unité relativement faibles. Aujourd'hui, c'est des molécules à forte valeur ajoutée, et ça, j'insiste, hein, et aussi très innovants, avec des caractéristiques comme la médecine personnalisée. Et donc, vous avez les produits biopharmaceutiques, dans l'avenir, peut-être des thérapies cellulaires, des tests diagnostiques qui accompagnent des fois la molécule, des tests compagnons, et l'utilisation de la génétique comme base décisionnaire. Les populations cibles plus étroites, hein, fini la période des grandes populations, à quelques exceptions près, je pense que ce qu'on va voir dans l'avenir, là, pour la plupart des cas, des coûts de traitement par unité très élevés ou plus élevés, mais pareil, je pense qu'on va arriver à un stade dans lequel ça ne va pas pouvoir continuer comme ça et il va falloir aussi qu'on revoie à la baisse ce genre de coûts de traitement élevés. Et je le disais, l'ouverture vers le partenariat extérieur. Alors, je vais finir par vous montrer comment, face à cette analyse qui a été faite partout, GGSK, qu'est-ce qu'ils ont proposé à l'époque? C'est-à-dire, bon, comment on peut faire pour changer et inverser la vapeur? Donc, comment on a organisé la partie drug discovery, c'est-à-dire toute la partie des découvertes, qui va de la découverte en amont des molécules jusqu'aux essais des preuves du concept chez l'homme en phase 2. C'est ça, en gros, la période de drug discovery. On considère, peut-être à tort, qu'une fois qu'une molécule a passé à stade de phase 2A à phase 2B, après la preuve du concept, on considère qu'on n'a plus de la drug discovery, c'est le développement pur. Bon, ça c'est discutable. En tout cas, on est organisé comme ça. Et donc, on est organisé par des centres d'excellence par domaine thérapeutique. Cardiovasculaire, métabolisme, système nerveux central, onco, etc. etc. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est là l'innovation qui s'est produite dans les années 2008, c'est la création à l'intérieur de ces centres d'excellence des petites structures qui s'appellent les DPU, peu importe, Discovery Performance Unit, bon, peu importe, des petites unités, qui sont, en général, par aire thérapeutique, il peut y avoir 3, 4, 5, qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils prennent, ces unités, elles prennent elles-mêmes les décisions, sont colocalisées, c'est-à-dire que vous avez dans un même endroit physique les chimistes, les biologistes, les pharmacocinéticiens et les cliniciens qui travaillent tous ensemble dans le même projet. Ils sont ouverts vers l'extérieur, on va les voir, avec une politique d'ouverture vers l'extérieur qui est considérable, avec un sens de la responsabilité, mais j'ai mis le mot en anglais « accountable », qui n'est pas tout à fait la même chose que « responsable », c'est-à-dire que c'est leur responsabilité, je ne sais pas traduire « accountable », s'il y en a quelqu'un qui sait, moi je ne sais pas traduire. Mais c'est un peu plus fort que simplement être un responsable. Non plus. Alors, l'autre chose, c'est que c'est des gens qui maîtrisent la science. Alors, ils vont couvrir un petit aspect de la science dans ces grands domaines thérapeutiques. Ils vont s'occuper de quelque chose de très spécifique, hein, mais ces trucs très spécifiques, ils vont les maîtriser.
et ils vont le maîtriser en interne. C'est eux qui vont avoir le meilleur contact avec des collaborateurs académiques dans ce domaine. C'est eux qui vont connaître et qui vont aller à des congrès, présenter, etc. C'est vraiment les chercheurs de ce domaine. C'est des structures de petite taille. Hein. Il y a rarement plus de 60 chercheurs et techniciens. C'est en général, il y en a certains qui y en a 5 ou 6. Je disais toutes les disciplines réunies. Et ils sont, comme je disais, responsables de tous les processus de découverte de médicaments qui va de l'identification de la cible jusqu'à la preuve de concept chez l'homme. Et ils s'occupent de tout. Alors, ce qui est intéressant, à quoi ça vous fait penser tout ça? Voilà. Non, sauf qu'elles sont internalisées. Mais c'est comme avoir une biotech à l'intérieur de la grande pharma. Et c'est une manière de personnaliser un peu la recherche et de retrouver, si vous avez montré les succès qui avaient amené les biotechnologies, avaient amené de plus en plus de petites molécules et que le portefeuille des grands labos en fait était constitué à un moment donné pour l'essentiel des molécules venant pour des petites structures de biotechnologie. Mais ce qu'ils se sont dit, GSK, ils se sont dit pourquoi ne pas créer ces petites structures mais à l'intérieur de la boîte et recréer cet état d'esprit innovateur, entrepreneurial, non bureaucratique, et proactif, et recréer cette atmosphère et voyons voir si ça marche ou pas. Toute société de biotech se doit aux investisseurs et là c'est pareil. On a créé, c'était que ces petites unités DPU vont construire, vont écrire et rédiger un business plan qui vont le présenter devant un comité d'investissement interne de GSK, mais qui comporte aussi des membres extérieurs et qui vont juger de la pertinence ou pas de l'investissement. Et ça nous ramène à la notion tout à l'heure de comment on mesure le retour sur investissement. Et donc ça, c'est une manière un peu plus directe de proactif, comment on investit et qu'est-ce qu'on attend de cet investissement. Alors, évidemment, ce n'est pas des fonds extérieurs de GSK dans la plupart des cas, bien que, mais c'est comme un comité d'investissement. Donc ça, c'est un peu symbolise les différents domaines thérapeutiques et chacune de ces symboles comme ça, c'est une DPU, une de ces unités que je viens de décrire. Et après, vous avez un magma d'unités qui traitent des sujets qui sont dans aucun des grands axes thérapeutiques, mais qui, par exemple, vous avez un groupe qui fait de la recherche autour de maladies rares. Vous avez un groupe, et ça on va le revoir, qui s'occupe exclusivement de faire des projets de collaboration avec un partenariat avec des académiques. Vous avez l'ophtalmologie, vous avez un groupe qui s'appelle les Virtual Proof of Concept. C'est un petit groupe qui fait tout à l'extérieur, donc c'est un autre mode. C'est-à-dire qu'à l'intérieur aussi, il y a de l'innovation dans la manière de faire les choses. Je sais que ça, c'était mis en place en 2008. Depuis, il y a d'autres grands labos qui s'y sont mis et qui ont adopté des structures à peu près comparables à celles-là, basées en tout cas sur les mêmes principes. Ça, c'est le modèle de flexibilité. Donc, je vais m'attarder sur 3 ou 4 points. C'est tout ce qui est l'ouverture vers l'extérieur. Donc, vous avez ça qui s'appelle DPAC, Discovery Partnerships avec Academy. Donc, ce qu'ils font, c'est d'établir un projet de collaboration avec un groupe académique. Ce groupe académique apporte son savoir-faire, son expertise, sa connaissance de la maladie. En général, c'est plus, il amène la biologie et la clinique. Et GSK amène le côté, notre cœur de métier, découverte des molécules, la chimie, les screenings, etc., etc. Et on travaille dans un projet commun. C'est-à-dire, ce n'est pas une collaboration, c'est un projet commun dans lequel il y a des membres dans l'équipe projet de l'académique et de GSK. Avec des milestones, voilà. Après, vous avez un Open Innovation, c'est intéressant, et GSK a un centre de recherche près de Madrid, à Tres Cantos, dans lequel qui travaillent exclusivement sur les maladies négligées, malaria, leishmaniose, tuberculose. Et ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'il s'appelle Open Lab, Open Innovation, c'est parce qu'ils ouvrent le laboratoire à des chercheurs académiques qui viennent travailler chez eux sur des projets communs.
et ils sont sur place, ils travaillent chez eux. Donc c'est encore un autre modèle. Vous avez aussi, mais ça on va continuer à les voir, et on les voit partout, l'acquisition des boîtes qui ont une technologie, un savoir-faire particulier et qui va s'intégrer au sein des GSK. Voilà, donc c'est différents types de modèles, des collaborations et d'échanges et des partages, mais qui ont une vision, c'est différent que la collaboration classique qu'on faisait il y a 20 ans, 30 ans. C'est vraiment, l'idée c'est de travailler en étroite collaboration. Et l'ouverture de l'extérieur implique aussi un partage de la science avec l'extérieur. C'est-à-dire que aujourd'hui, non seulement, bon, GSK s'est fait l'obligation maintenant de publier dans le domaine public tous les essais cliniques, tous les résultats des essais cliniques, positifs comme négatifs, à tous les niveaux, de tous les niveaux, phase 1, phase 2, phase 3. Et évidemment, tout ce qu'on fait en amont, encore plus on publie. Et on a une politique de pousser à la publication, si possible, des publications de bonne qualité, avec justement ces collaborateurs académiques avec lesquels on travaille et on publie ensemble. Alors, la question qui se pose tout ça, est-ce que ça marche? Pareil, j'ai pris les échos, parce que je répète, il n'y a pas que GSK qui a fait des changements. Hein. La plupart des boîtes l'ont déjà aussi fait ou sont en train d'opérer ces changements, plus ou moins rapidement. Et en tout cas, il y a des signes comme quoi l'innovation part à la hausse et on commence à voir arriver de nouvelles choses. La diapo suivante, ça c'est vraiment de la pub, mais c'est la réalité. Ça c'est, si vous prenez le nombre de molécules approuvées entre 2008 et 2013, GSK a fait approuver 20 nouvelles molécules par l'FDA, ce qui n'arrivait pas depuis très longtemps. Donc c'est assez impressionnant, qui n'est pas nécessairement lié à celui qui va faire le plus de chiffres d'affaires. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais un nombre de molécules, je parle. Voilà. Et ça, c'est le portefeuille qui est très prometteur avec, là, on vient d'avoir en une année 6 enregistrements, ce qui, pareil, on a battu des records de l'industrie pharma, non seulement de GSK, mais de l'industrie pharma, et avec un portefeuille des molécules qui sont en clinique très conséquent. Donc voilà un peu comment je vois aujourd'hui la pharma. Je la vois avec des pressions réglementaires énormes et des contrôles encore plus sur les prix et les volumes des ventes. Mais je vois aussi qu'il y a une ouverture vers des partenariats qui va être la base dans les années à venir de tout ce qu'on fait, ou qui est déjà. La science et l'innovation qu'on fait va être dictée exclusivement par la science et par les besoins thérapeutiques. Et c'est ce que je disais, on ne va pas faire un me-too, hein, on va faire vraiment des médicaments innovants, parce que autrement, on ne pourra jamais surmonter cet aspect-là, de toute manière. Donc on n'a pas le choix. Et puis la focalisation sur les patients et comprendre la pathologie et les aspects de médecine traditionnelle me paraissent qui sont clés. Et dernière diapo. Alors, je voulais lire parce que je voudrais que vous restiez avec ça dans la tête. Je n'ai pas les réponses, ce n'est pas mon avis, mais j'ai simplement hier ou avant-hier, c'est ce qui est sorti dans Le Monde. Et j'ai fait un petit extrait. Je voulais lire parce que vous n'arrivez pas à le lire. On doit se demander si l'entreprise pharmaceutique capable des grandes innovations peut être une société anonyme comme les autres, soumise à une gouvernance actionnariale à court terme. Les laboratoires encore attachés à un haut niveau d'R&D ne seront-ils pas des proies faciles et tentantes pour ceux qui ne s'y engagent pas? Ce type de firme pharmaceutique ne devrait-elle pas adopter une gouvernance différente, protégeant l'investissement dans la recherche comme un engagement prioritaire qu'ils imposeraient à tout nouveau actionnaire? Et je vous laisse avec cette petite pensée
À vous de réfléchir sur la question. Merci.